Et on est désormais aux commentaires de la semaine, ce moment que vous attendez tous avec impatience. Je sais que vous êtes des milliards à cliquer sur cette vidéo. Pour petite parenthèse, petit rappel, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais souvent je mets les timecodes, j'avoue que parfois j'oublie, mais souvent je mets les timecodes en dessous des questions et des réponses que j'apporte. Comme ça, s'il y a une question qui vous intéresse moins ou que simplement voilà, vous voulez parcourir les questions, je sais pas, eh bien vous voulez savoir combien de temps dure la vidéo, mais ça vous l'avez, eh bien vous pouvez regarder en description, tout est noté. Bref, c'est parti, on va sur les commentaires de la semaine sans plus tarder. On commence par la vidéo Nota Bene aussi démonétisée par YouTube avec le commentaire de Second Wind qui nous dit « Petite confusion sur le rapport entre chiffre d'affaires et travail. 50% du chiffre d'affaires généré n'a jamais voulu dire 50% du travail. On peut éventuellement dire 50% de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée de l'alphabet inclut l'infrastructure, la marque YouTube, la recherche d'annonceurs, la position de leader, la base d'utilisateurs, etc. Tout ceci a une valeur. Si un producteur de contenu recevait 100% du chiffre d'affaires généré sur Dailymotion, il aurait probablement moins qu'avec 50% sur YouTube. Preuve de la valeur ajoutée de YouTube. » Et ça c'est vrai, alors déjà, c'est vrai qu'il y a plein de termes d'économie, et c'est pour ça que j'ai repris ces commentaires, où je fais l'erreur, où je mélange un petit peu l'économie, c'est vrai que c'est assez précis. Je pense notamment à bénéfice, chiffre d'affaires, capital, etc. Ce sont des termes qui sont totalement différents, qui ne veulent pas du tout dire la même chose, mais qu'on utilise parfois un peu couramment et à la va-vite. Puis sans compter que, au cas où vous ne l'auriez jamais remarqué, mais parfois je cherche mes mots dans les vidéos pour essayer d'être le plus correct possible, et il arrive qu'effectivement, eh ben, je me plante. Bref, donc c'est vrai que c'est important, parce que c'est vrai que, évidemment, dire que les créateurs... Enfin, en fait, je pense que ce qui était important dans cette vidéo, c'était que le débat soit lancé autour de combien vaut le travail d'un créateur. Parce que on peut quand même parler du fait que YouTube, c'est vrai qu'ils ont une position de leader sur le marché et que donc du coup, les annonceurs vont payer un certain prix en fonction de la position du leader. C'est vrai aussi que c'est la plateforme, enfin voilà, il faut aussi payer les techniciens qui sont sur la plateforme, etc., etc. Enfin bon bref, du coup les commerciaux qui vont aussi voir les annonceurs, si ce n'est pas les annonceurs qui vont les voir, ça j'avoue que c'est des questions que je me pose. Mais bref, c'est vrai qu'on peut pas juste dire, ben voilà, 100% devrait revenir au créateur et puis Balek, c'est bon. Donc évidemment que c'est plus complexe que ça, mais dans le fond, bien sûr, ce que je voulais dire en fait, c'est que malgré tout, je pense que comment dire, l'importance des créateurs est sous-estimée, et je pense que par exemple YouTube, comme on avait pu en parler déjà dans d'autres vidéos, hein, quand on entend que YouTube gagne beaucoup d'argent grâce à la musique sur YouTube, je pense que, par exemple, ils se focalisent trop sur le fait que la musique a une grande importance et sont aux petits soins pour la musique, mais pas assez pour les créateurs, alors que les créateurs sont probablement une pièce, un élément plus important pour en fait garder les gens sur leur plateforme et pour pouvoir fidéliser finalement les utilisateurs. Et je pense que c'est vraiment ça que YouTube a tendance à planter. Et surtout que la vidéo, ce qui est intéressant, c'est que du coup, en sachant que la vidéo de Nota Bene maintenant est quand même une vieille vidéo, c'est intéressant de savoir que quand même, en quelques années, ça n'a toujours pas changé et que ce débat est toujours ici. Que son propos, en fait, je l'ai pris tel quel, sans savoir que c'était fait il y a quelques années, et pourtant, il marche totalement encore aujourd'hui. Et maintenant, après coup, je me rappelle qu'effectivement, je l'avais vu parce que c'est notamment grâce à lui que je savais qu'effectivement, on pouvait choisir les annonceurs, mais seulement en fonction des catégories et pas en fonction des marques ou des publicités. Et bah, c'est vrai que il y a un côté vraiment, YouTube a un côté de gestion très très dérangeant, et on le sait aussi que c'est parce que que c'est parce qu'ils veulent pas trop investir dedans, ils préfèrent avoir des marges plus grandes, ce qui est logique. Bref, ils ont un peu du mal à trouver le bon équilibre entre créateurs, annonceurs, etc., etc. Et je pense que, enfin moi je vois un peu derrière ça d'ailleurs, une leçon, je pense, hein, générale, on va dire de vie, hein, j'y vois derrière un peu une morale, c'est qu'en fait, quand tu deviens leader de quelque chose, que ce soit dans la création, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vie même personnelle, ou j'en sais rien, mais
Quand je dis vie personnelle, c'est par exemple que tu es avec une femme qui te trouve géniale, qui est fidèle et machin, et que tout te réussit, entre guillemets, on va dire socialement. Bah, faut toujours être prudent parce que tu as vite tendance à du coup négliger des détails qui sont pourtant extrêmement importants pour, on va dire, le bon fonctionnement de ta vie en fait, de ta société ou des choses quoi. Et je vois vraiment ça, du coup, là, j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu, selon moi, hein, dans le mécanisme capitaliste, qui est en fait un mécanisme qui peut paraître, voilà, t'as ton horloge, tu dis putain, mon horloge, elle est jolie, elle marche super bien, etc. Et ce que tu vois pas, c'est qu'à l'intérieur, il y a plein de petits écrous, et même les tout petits écrous, tu dois en prendre autant soin que les très gros qui tournent. Et en fait, plus les gens disent waouh putain qu'est-ce qu'elle est belle ton horloge, et moins tu vas faire attention aux petits écrous et tu vas faire et tu vas donner trop d'importance à ceux qui te disent putain elle est magnifique. Bref, je ne suis toujours pas sûr de mes analogies. Je crois qu'un jour on pourra faire un livre avec mes analogies. Mais bon, je pense que malgré tout, YouTube, soit pour moi, on va dire en général, on arrive à la fin de YouTube et au démarrage de quelque chose de nouveau. Et j'espère sincèrement parce que je trouve qu'aujourd'hui on est quand même dans une situation qui ne devrait pas exister dans un système capitaliste, selon moi bien sûr, et avec les connaissances que j'ai, je ne suis pas expert. Soit YouTube à un moment donné va tourner à 180 degrés et va commencer à vraiment se dire putain merde, et il faut vraiment maintenant qu'on se bouge le fiac comme on dit. Euh, Parce que là, on va commencer à se faire dépasser par d'autres. Et c'est d'ailleurs ce que fait un petit peu Twitch, qui se dit bah merde, maintenant on est leader, les gens se sont plaints et maintenant on est une plateforme importante. Il faut qu'on puisse garder, je crois qu'ils ont eu un peu peur avec Mixer, etc. Et ils se disent putain, c'est vrai que s'il y a une autre plateforme qui ouvre et qui est meilleure que nous, on va vraiment se faire dézinguer parce qu'à la première occasion, les gens vont dégager de Twitch. Et c'est pour ça que je pense que Twitch notamment, on va dire, est quand même un peu plus ouvert, pas beaucoup, hein, mais un peu plus ouvert aux critiques par rapport à, il y a même, quand je me souviens au tout début, il y a 4 ans, c'était horrible. Vraiment, là tu pouvais parler, tu parlais dans le vent, même quand t'étais un gros créateur, enfin bon bref, c'était l'enfer. On va passer au commentaire suivant, toujours sur Nota Bene, Filka qui nous dit c'est comme pour le bouseux ou canard réfractaire, pardon, qui sont bien à gauche et qui, en début, milieu, fin de vidéo, ont des pubs pour des arnaques du capitalisme, qui t'expliquent qu'en restant chez toi à rien faire avec quelques clics d'investissement, tu vas gagner des millions et finir à Dubaï. Qui est le dindon de la force ou le profiteur du système? Alors, en fait, je suis à la fois d'accord avec Filka sur ce commentaire, et d'un autre côté, pour ce qui est un peu, justement, profiteur du système, etc., je suis pas sûr de l'avoir bien compris, évidemment, c'est toujours... Enfin, vous écrivez un commentaire, et forcément, moi je le lis dans ma tête avec mon interprétation, et elle n'est pas forcément correcte. Donc c'est peut-être pas forcément ce qu'a voulu dire Filka, mais je vais quand même revenir dessus, parce qu'il y en a probablement qui doivent penser ce que j'ai analysé, on va dire. Alors pour ce qui est justement du fait que effectivement bah il y a 3 pubs et que toutes les 3 bah du coup c'est vrai que tu te retrouves comme un con. Enfin je me rappelle qu'il y avait la Scientologie qui faisait des publicités, qui avait enfin des trucs, et je me dis mais même moi, enfin même en tant que petit créateur, si à un moment donné je monétise mes vidéos, savoir qu'il y a la Scientologie qui fait des pubs sur les vidéos, je vais être un peu en mode non merci. Ou alors d'autres causes pour lesquelles bah, je trouve ça trop borderline. Et je parle même pas, vous voyez, je parle même pas d'entreprise. Parce que moi, j'invente, hein, mais je suis de gauche, je trouve que tout devrait devenir public, et que du coup, ah bah non, il y a une entreprise capitaliste qui fait de la pub. Non, faut arrêter de déconner quand même. Je pense qu'il y a quand même, voilà, justement, il y a des standards qui sont acceptables, et puis d'autres qui sont beaucoup plus borderline et pour lesquels tu peux pas adhérer, et notamment que ce soit les sectes, hein, mais du coup, il y a par exemple, comment il s'appelle, Casas Novas là, qui faisait littéralement la promotion de trucs, de régimes qui étaient hyper toxiques pour les gens. Imaginez qu'ils commencent à faire des publicités sur YouTube et que tu te tapes ça avant tes vidéos, mais purée, t'as le seum quoi, t'as pas envie. Et ça, j'avoue que du coup, c'est un peu. Surtout quand en plus tu fais une émission, enfin une émission ou une critique, hein, justement, où tu donnes ton opinion et que c'est contraire à tes valeurs ce qui passe, tu vois. Enfin, c'est.
Ça fait chier, quoi. Pour ce qui est maintenant, justement, de profiter du système, entre guillemets, alors qu'on est de gauche, je pense qu'après, il y a quand même une réalité dans la vie. Encore une fois, je dis pas que Filka, c'est ce que tu disais, mais je préfère quand même éclaircir ça. C'est que c'est pas parce que quelqu'un est de gauche que forcément il va refuser d'être payé par son employeur, qui va refuser de faire de la publicité, qui va refuser. Je pense qu'après il y a toujours une différence entre les idées et la réalité. Et c'est comme voilà un capitaliste dans un monde, on va dire communiste, je simplifie. Eh bien, le capitaliste, il va pas genre commencer à devenir, il va pas commencer à rester capitaliste et refuser de faire partie de cette société dans laquelle il vit juste par idéologie. Non, il y a un moment donné, tu dois vivre, tu dois te nourrir, tu dois dormir, et forcément, tu dois t'adapter. Et quand tu es dans un monde, je vais le dire, capitaliste, bah forcément, ça veut dire que quand tu es créateur, tu dois faire de la publicité, tu dois faire des sponsors, machin, machin. Et, euh, et moi, je vous avoue que pendant longtemps, d'ailleurs, ça a été pour moi assez difficile intérieurement de me dire mais qu'est-ce que je m'autorise et qu'est-ce que je m'autorise pas, qu'est-ce que éthiquement c'est acceptable et éthiquement c'est inacceptable. Et parce que, voilà, c'est dur de te dire putain, mais je trouve que les pubs c'est vraiment de la merde. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, mais putain, c'est le seul moyen que j'ai de gagner de l'argent en faisant du divertissement, par exemple. Et peut-être que certains, voilà, il y en a certains qui voient le divertissement comme du hobby. On va pas revenir sur ce débat. Mais je pense que malgré tout, justement, c'est un peu comment être payé pour son travail, quoi. Et tu vas pas refuser, voilà, s'il y a plus que des boulots chez McDo, tu vas pas refuser de bosser chez McDo parce que t'es de gauche. C'est débile. Alors que après, tu pourras pas vivre, te nourrir, etc., quoi. Donc je pense qu'il faut quand même voilà, faire juste attention. C'est pas parce que quelqu'un a une idée ou des idéologies différentes que forcément il est obligé de les suivre à la lettre. Et que, je veux dire, c'est d'ailleurs la même chose pour les capitalistes qui sont d'accord parfois avec des accords publics-privés ou qui prennent voilà, de l'argent public, par exemple. Ben, les capitalistes, normalement, ne devraient pas prendre de l'argent public, puisque forcément, ils y croient au capitalisme. Mais ce serait débile pour eux si, pour leur société, ils en ont besoin, par exemple avec la crise du Covid, que leur société va mal, qu'ils ont besoin d'aide de l'État, et qu'ils fassent ah non, 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 hein, moi je suis full capitaliste, je refuse les aides de l'État. Hein. Ah non, rien de public, moi. Bah, ce serait débile, quoi. Bref. Donc, voilà un petit peu pour ce commentaire. On va passer au commentaire suivant. L'armée afghane a-t-elle abandonné son pays? Là-dessus, Natcharon nous dit mais en fait, t'es suisse et pas belge car tu es pacifiste. Et là-dessus, j'ai répondu ah non, les Suisses ne sont pas pacifistes mais neutres. C'est encore pire. Et en fait, j'avais quand même envie, parce que j'ai répondu en deux-deux, je me suis dit, on va comprendre, et puis après coup, je me suis dit, non, mais on va peut-être pas comprendre. Mais en fait, c'est parce que je revenais sur le débat de la neutralité, alors on l'avait eu sur les religions, mais ici, on va en parler de manière plus générale sur la politique, et on va dire la guerre, etc. Déjà, politiquement, le neutre, donc cette espèce de centrisme, ça n'existe pas. Le centrisme n'existe pas. Quelqu'un qui, en fait, est totalement au centre, c'est quelqu'un qui ne prend aucune décision et aucune position, en fait. Mais alors du coup, si tu prends jamais de position ni de décision, tu ne peux pas faire avancer un pays. Il y a forcément à un moment donné, par exemple pour le Covid, il faut décider si on va lutter pour ou si, si on va lutter contre, pardon, ou si au contraire on le laisse se propager comme avait pu faire l'Islande et c'était l'Islande, je sais plus, un pays du Nord et voir, non c'était la Suède, je me souviens, Suède, et voir ce que ça va faire. Bref, tout ça, enfin, je pense que justement, il y en a beaucoup, on a vu par exemple Macron beaucoup jouer avec cet aspect neutre, je suis ni de droite ni de gauche, ça en est presque devenu un mème, hein, tellement c'était amusant. En fait, ça existe le centre, mais pour moi, le centre existe, genre, c'est centre-gauche ou centre-droite. C'est pour ça que je précise d'ailleurs à chaque fois les partis. Certains se disent centre-gauche, enfin centre, ouais, on est plus proche du centre. Mais en fait, voilà, il y a toujours des tendances. Et ces tendances, honnêtement, est-ce que ça a un réel sens?
Pour moi, quand même, parce que en fait, centre-droite, par exemple, c'est pour moi des gens qui sont totalement capables de faire des compromis de gauche, qui ont quand même, par exemple, en tête l'importance des entreprises publiques et de l'utilité qu'elles ont dans notre société. Ça, c'est pour la centre-droite. Et pour le centre-gauche, par exemple, ce sont des personnes qui pensent que les sociétés privées sont importantes et sont un acteur finalement de la société qui doivent quand même avoir une part importante. Mais les centristes tout court, justement, en fait, ils diraient, c'est vrai qu'il faut des sociétés publiques, mais il faut aussi des sociétés privées. Est-ce qu'on avantage les sociétés privées? Ah bah non, parce que comment on fait alors après pour les sociétés publiques? Mais en même temps, on peut pas avantager... Enfin, alors du coup, ça devient un embargo sans queue ni tête, on n'arrive à rien, et donc, le centre, il vaut mieux arrêter... si quelqu'un vous dit, je suis de centre, c'est généralement qu'il a une idéologie qu'il cache derrière et il faut un peu creuser pour essayer de la trouver. Pour ce qui est du coup de la politique, on va dire, internationale et le fait d'être neutre, je disais que c'était pire parce qu'en fait, quand t'es neutre, c'est un peu la même chose. Un pays neutre, c'est un peu un pays qui, justement, se dédouane, quoi. La Suisse, par exemple, est-ce qu'elle était vraiment neutre? Elle aidait l'Allemagne nazie au début, puis ensuite elle aidait les Alliés parce qu'elle s'est bien rendue compte que l'Allemagne nazie n'allait pas s'arrêter juste aux frontières de la Suisse et qu'à un moment donné, s'ils ont conquis le monde, ils vont continuer à conquérir la Suisse, enfin ça n'a aucun sens. Bref, donc en fait, le côté un peu neutre, c'est un peu délicat, quoi, comme la Belgique d'ailleurs, hein, qui était neutre toujours pendant les guerres, et qui en fait s'est toujours retrouvé du côté allié, parce que, bah, en fait, pourquoi la Belgique était neutre? C'est parce qu'il servait de zone tampon entre l'Allemagne et la France, et bon, bah, l'Allemagne l'a toujours attaqué. Donc forcément, elle n'était pas neutre très longtemps. Et en plus, il y avait quand même beaucoup plus, je vais dire, de proximité avec la France qu'avec l'Allemagne pour l'époque. Donc c'est pour ça, neutre, moi je le vois un petit peu comme un pays qui ira forcément du côté du plus fort quand ça partira en vrille, et qui avant ça, bon, préfère éviter de rentrer dans le conflit parce que c'est chiant, quoi. Préfère éviter de prendre position parce que bon, ça risquerait de créer des tensions, quoi. Et c'est souvent d'ailleurs la même chose pour les personnes qui se disent centre, c'est que c'est des gens qui veulent pas, qui veulent éviter les tensions avec leurs semblables, qui sont plus politisés, on va dire, hein. Et du coup, bah, ils disent ah non, mais moi, je suis apolitique, moi, je pense rien, mais sauf que en fait, forcément, t'as des idées, forcément, il y a des choses qui te touchent, et forcément, t'as des avis sur quelque chose, quoi. C'est impossible d'être 100% neutre à partir du moment où tu vis dans une société. Éventuellement, celui qui est dans une cabane au fond d'une forêt au Canada, là, peut-être que c'est discutable. Bon, commentaire suivante sur la fausse gauche, beaucoup de commentaires. Filka qui nous dit excellente vidéo et donc 100% ok avec toi. Bon, je mets mon petit grain de sable comme toujours et c'est ça qui est intéressant évidemment. Je me pense conservateur, mais c'est pas forcément c'était mieux avant, c'est plutôt, et c'est là à mon avis une erreur d'interprétation des mots droite conservateur. Dans les faits, les conservateurs ils pensent plutôt ok, tu me dis d'aller dans cette direction ou de suivre telles idées. Le conservateur il te répond ok, j'ai bien compris ton argument, mais sais-tu qu'effectivement à une époque on a fait ça ou pensé cela et c'était pas pire. Exemple, information récente sur les plages à notre époque, à peine 18% des femmes font du topless alors qu'elles étaient 45% il y a 30 ans. Donc est-ce une évolution? Le conservateur pense que non, sans pour autant te dire que c'était mieux avant, et te dit 18% à l'heure actuelle, c'est que par rapport à avant, il y a un problème maintenant, non? Et en fait, justement, je trouve que c'est un excellent exemple, effectivement, de la pensée, je vais dire, conservatrice, et pas dans le sens critique, évidemment, dans le sens vraiment, on va dire, rationnel, dans le sens froid, hein, où on analyse le conservatisme. C'est effectivement pour moi, en fait, pour moi, dans l'idéal, un conservateur pose la question, justement, cette question-là. Est-ce qu'il y avait un problème avant? Et en fait, c'est une question qui est quand même nécessaire.
C'est une question qui est nécessaire dans le sens où on doit toujours, je pense, l'être humain en fait se doit de toujours regarder, c'est pour ça que j'ai étudié l'histoire à un moment, c'est parce que l'être humain doit toujours regarder derrière lui, selon moi, pour pouvoir avancer. Il doit se dire, il doit essayer de retenir ses erreurs et de savoir les erreurs qu'ont pu faire les personnes, les différentes générations par le passé, et se demander est-ce qu'on n'est pas en train de refoutre la même chose. Alors, on ne refoutra jamais exactement la même chose, je pense, parce que les situations changent, les gens changent, les mentalités changent, et surtout en plus dans ce dernier siècle où c'est incroyable à quel point les mentalités, je pense, évoluent. Mais d'un autre côté, justement, là où je trouve que c'est un peu l'aspect négatif du conservatisme, c'est qu'il y en a beaucoup de conservateurs qui vont remettre en question quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que, en fait, la question, elle est intéressante, mais quand on a la réponse, il faut aussi savoir s'accommoder de la réponse. Et notamment, ici, par exemple, pour les plages, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que, pour les plages, c'est vraiment une question qui a été répondue, qui a été analysée, parce que justement on s'est demandé mais qu'est-ce que ça veut dire en fait. Parce que après constater un changement, il faut l'interpréter. Et là, on a la chance aujourd'hui de vivre dans une société où on a des experts en tout, j'ai envie de dire, mais vraiment en tout quoi. Et notamment des sociologues se sont penchés sur la question et on remarque quand même que c'est pas tellement finalement par souci de conservatisme, hein, où on pourrait se demander notamment s'il n'y a pas des populations plus conservatrices, mais là dans le sens négatif, on va dire plus extrémistes, et qui ont envie de revenir à une certaine époque, à de certaines traditions en fait, à un traditionnalisme d'ailleurs. Je pense que c'est ça finalement l'aspect du conservateur qui est le plus critiqué, c'est le traditionnalisme. Enfin, dans le sens où voilà, tous les conservateurs sont pas traditionnalistes, mais dans ceux qui sont en plus traditionnalistes. Et en fait, qui sont incapables en fait de lâcher ce traditionnalisme. Et donc, pour cette question du topless, c'est extrêmement intéressant parce que notamment la droite conservatrice se demandait si ce n'était pas à cause de la religion et de cet aspect religieux notamment du Moyen-Orient qui arrivait, puisqu'il y a beaucoup d'immigrés d'Orient, est-ce que ce ne sont pas eux qui imposent leur vue traditionnaliste finalement à nos mœurs? Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les experts n'ont pas l'air du tout convaincus par cette explication et tendent plutôt sur un effet de mode que notamment à l'époque, c'était la mode de se mettre en topless. Pourquoi? Parce qu'en fait, on passait d'une société traditionnaliste à une société, je vais le dire comme ça, progressiste. Les mœurs changeaient. Et quand les mœurs changent, forcément, les gens profitent de cette liberté, notamment ici les femmes. C'était plus aussi un symbole à l'époque de liberté féminine. Or aujourd'hui, ce symbole il est passé. Maintenant les femmes, c'est on va dire globalement accepté en fait que les femmes fassent du topless sur la plage. Et puisque maintenant, du coup, allez je vais dire dans les années 60, tout le monde le faisait. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve simplement avec des femmes qui se disent je me mets topless si j'en ai envie. Ce qui peut expliquer notamment cette tendance vers la baisse. Après, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent l'expliquer, comme les complexes. On a dit aussi pendant longtemps que les femmes devaient être belles et minces. Et forcément, les femmes qui n'étaient pas belles et minces, peut-être qu'elles n'avaient pas envie de faire de topless, ou vous savez, le fait d'avoir des plus gros ou de moins gros seins, etc., etc. Bref, tout ça, ça rentre en compte. Mais finalement, la vision traditionnaliste a été peu à peu oubliée. Mais maintenant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle revient, cette vision traditionnaliste. On entendait des policiers qui demandent à des femmes qui allaitent de cacher, de ne pas allaiter en public. On entend aussi des policiers qui demandent, alors que sur des plages, à des femmes enfin, voilà. Et ça... Alors, ce n'est pas pour blâmer les policiers, je pense que c'est justement quelque chose de plus général qu'il faut étudier derrière. Et c'est ça et je vous renvoie d'ailleurs à l'article que j'avais traité sur Blankenberg, les plages, où on interdit les femmes maintenant d'être... non, c'est les hommes et les femmes d'ailleurs, d'être torse nu dans la ville. Eh bien, finalement, c'est pour ça que ça revient dans le devant de la scène. Mais du coup, pour moi, ce n'est plus du conservatisme, ça devient du traditionnalisme. Et pour moi, autant un conservateur a raison
de remettre en question parfois des principes. Je vais dire que, par exemple, voilà, surtout pour les visions progressistes, en fait, je trouve ça vraiment important parce qu'il y a parfois des idées qu'on a comme ça, en tant que, je vais dire, progressiste, hein, où on dit putain, mais ça c'est génial et ça n'a jamais été fait. Et en fait, on croit que ça n'a jamais été fait parce qu'on manque d'informations et on ne sait pas que ça a déjà été fait, mais qu'il y a eu. Voilà, mais comment ça a été fait? Parce qu'évidemment, c'est pas parce que ça a déjà été fait que forcément c'est mauvais, hein. Je veux dire, la droite en est la. Je veux dire, je pense que la droite en est l'exemple parfait. C'est que on est dans un système capitaliste, pourtant Hitler est passé par là. Et Hitler, c'est l'extrême droite. Hitler, c'est vraiment le système capitaliste par excellence qui part en couille, je veux dire. Puisque c'est l'extrême droite, on va le dire comme ça. Hein. Vraiment, je simplifie. Ne m'envoyez pas des cailloux. Donc voilà, je pense que le conservateur a quand même un aspect intéressant, mais je pense que, tout comme le progressiste hein, d'ailleurs, qui doit être capable parfois de dire que sa vision est idéaliste, ou que sa vision n'est peut-être pas adaptée pour aujourd'hui, ou que effectivement c'est pas parce que ça paraît génial que forcément on y arrivera. Je pense que le conservateur doit aussi être capable de se dire ok, c'est vrai que ça n'a pas marché avant, mais avant on a fait aussi des erreurs qui font que peut-être qu'en les corrigeant ça pourrait marcher. Voilà. Je pense que c'est aussi possible et c'est comme ça qu'en fait on tombe pas dans un traditionnalisme qui pour moi aujourd'hui pollue énormément la droite quand on voit certains qui crachent sur les, je vais le dire comme ça, mais crachent sur la religion musulmane, mais qui à côté vont dire que la religion catholique c'est quand même notre histoire. T'es un peu en mode bon, ça va là, oui. C'est bon là, je crois. Enfin, soit tu es athée ou laïque, soit tu ne l'es pas, quoi. Mais tu choisis ton camp. Tu peux pas dire laïque et puis après protéger la religion catholique, ça paraît un petit peu absurde. Bon, soit. On avance dans les commentaires, toujours sur la fausse gauche, hein. C'est le chieur qui nous dit « Si on suit ton raisonnement, Trotsky était d'extrême droite. Pourtant, le trotskisme est définitivement une idéologie d'extrême gauche. La gauche n'est pas fondamentalement démocratique, elle est pour une idée de progrès, pour l'institutionnalisation de certains progrès sociaux. Mais les extrémistes de gauche ne supportent pas ceux qui défendent le statu quo ou les reculs sociaux. Par exemple, si tu établis un régime communiste où les bourgeois ne possèdent plus rien et où le prolétariat est au pouvoir, tu devras laisser tomber la démocratie, parce que la démocratie, c'est aussi l'alternance des pouvoirs. Seulement un régime communiste meurt dès lors qu'il y a pluralité d'opinions et alternance de pouvoir. C'est pour ça que les régimes communistes sont tous tombés dans le totalitarisme. D'ailleurs, les bolcheviks détestaient la démocratie parce qu'elle empêchait l'instauration de leur société idéale de façon pérenne. Tout cela n'a rien à voir avec la tolérance politique. Et alors, justement, dans ce commentaire, il y avait un côté un peu intéressant, et c'est pour ça que je vais vous montrer vite fait ça ici. Donc la page Wikipédia du trotskisme, c'est parce que je pense que c'est une petite erreur et c'est pas grave. Mais ce qu'on peut lire, hein, c'est que justement le trotskisme était une vision qui se distingue surtout par son opposition à la vision stalinienne du communisme, en contestant le règne de la bureaucratie, nom donné par Trotsky à la nomenclatura, et en prenant la démocratie et la liberté de débat au sein du parti communiste. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, en fait, il y avait quand même derrière une idée de démocratie, et justement qui était à l'opposition avec Staline, et on connaît le communisme de Staline, à quel point il a pu être... je sais pas comment on peut... terrible, je vais le dire comme ça, hein. Mais effectivement ici, si c'était même d'ailleurs je veux dire l'inverse de la vision stalinienne, je pense que justement c'était une vision beaucoup plus démocratique, où on était beaucoup plus pour une pluralité d'opinions au sein même, mais alors au sein d'un seul parti qui ne voulait pas en tout cas qu'il y ait justement une personne qui s'accapare tout le pouvoir. Je pense que c'était ça l'idée. Maintenant, évidemment, je vous mettrai la source, hein, c'est juste Wikipédia, et bien sûr, j'ai conscience que c'est juste Wikipédia, mais je trouve que c'est quand même intéressant de le mettre en exergue. En fait, c'était surtout dans le fond, où tu dis que finalement, en fait, un régime communiste allait forcément vers un totalitarisme. Moi, je suis pas convaincu que forcément un régime communiste va dans un totalitarisme à partir du moment où il y a pluralité d'opinions. Ça, honnêtement, j'en suis pas sûr.
Parce que pour moi, justement, à chaque fois, quelqu'un s'est accaparé le pouvoir. Et c'était pas parce que c'était communiste, mais c'était juste parce que quelqu'un voulait le pouvoir. C'est un peu comme dire, voilà pour moi, hein, c'est un peu comme dire, ah bah en fait Hitler il était de droite, et il était dans une démocratie, et au final tu vois bien que tous les systèmes de droite amènent à une dictature. Je pense qu'aujourd'hui, même si on est sur une pente glissante, je crois que tout le monde sera d'accord avec ça quand même, eh bien, ça veut pas dire que forcément on va tomber sur un système totalitaire. Pour moi, par exemple, il est encore totalement temps de ne pas tomber dans un tel système, et je crois d'ailleurs, je trouve, hein, que par rapport, il y en a beaucoup qui font le rapport entre aujourd'hui et, on va dire, 1929, donc au moment où Hitler commençait à monter, et en fait, pour moi, il y a quand même pas mal de différences. Je trouve que les gens ont quand même beaucoup plus en tête ce qui s'est passé. Il y a beaucoup plus de luttes, il y a beaucoup plus justement de barrières aussi, hein, légales, etc. Qui, on le voit, alors certes, hein, certaines tombent, on voit que on passe de plus quand même, on tourne de plus en plus vers des systèmes extrêmes. Mais que d'un autre côté, il y a aussi des personnes qui en ont marre et qui le disent et qui font face à tout ça. Et je parle pas de politiciens, hein, je parle vraiment pour moi, ça vient du citoyen, quoi. Et je pense que c'est ça la grande différence avec 1929. Et du coup, pour moi, c'est un peu malhonnête que de dire forcément un système capitaliste, il va tomber dans l'extrême, et un système communiste aussi, parce que forcément, puisqu'on n'est pas dans la pluralité d'opinion, machin, machin. Non, ça, en fait, bien que je sois d'accord avec toi, hein, il existe des systèmes communistes ou des systèmes d'extrême gauche qui tombent après, qui ne sont pas pour la démocratie, ça c'est vrai, mais justement pour moi ces systèmes n'ont jamais eu lieu, entre guillemets. Ou alors c'était des systèmes qui devenaient en fait un système capitaliste. Et donc, est-ce qu'on pouvait encore les nommer d'extrême gauche? Et en fait, c'est ça le débat que je voulais lancer dans le fond, c'est que quand on voit Staline, même, allez, je vais dire, allez, on va prendre des références actuelles, hein, mais quand on voit Kim Jong-un, quand on voit Poutine, est-ce que pour vous, vraiment, ils sont de gauche? Est-ce que pour vous, vraiment, ces mecs-là, qui ont des polices qui surveillent de tout, qui ont des... Enfin, qui ont vraiment, genre... pour moi, j'avoue que ça me choque un petit peu qu'on puisse les appeler de gauche, alors que... Enfin, littéralement, je vois pas vraiment trop de différence avec d'autres dictateurs. Enfin, voilà, moi c'est vrai que ça me paraît bizarre. Je pense que les systèmes d'extrême gauche, pour moi, hein, qui sont le plus représentatifs de ce que ça pourrait être, c'est plutôt des systèmes moyenâgeux où il y avait un roi totalitaire et où au final, mais qui s'occupait par exemple super bien de son peuple et qui avait tout pouvoir. Et là, peut-être qu'on peut en discuter, mais je sais pas, pour moi, c'est vrai que quand je vois tous ces systèmes qui. Ben, je vais le dire, hein, mais après, c'est mon opinion, bien sûr, hein. Je le répète encore, hein, c'est une opinion personnelle. Et je n'estime pas du tout dire la vérité. C'est vraiment, je vous partage mon opinion. Mais j'ai vraiment cette impression, moi, pour le moment, qu'à chaque fois qu'un système devient extrême avec un dictateur qui, à lui seul, euh, a le pouvoir et commence à justement faire taire les uns et les autres, à mettre de la censure, etc., j'ai vraiment l'impression à chaque fois de voir des systèmes d'extrême droite. Et pour moi, justement, on va devoir être... enfin, avant d'arriver à un système d'extrême gauche, en fait, il faudrait vraiment, pour moi, que ça devienne un système où on est dans une espèce d'altruisme total à 100%. Pour moi, c'est vraiment ça l'extrême gauche. Et c'est pour ça qu'on n'y arrivera jamais, en tout cas dans nos systèmes actuels, parce que pour le moment, il y a trop d'individualisme encore. Et c'est pour ça que je parlais du passé. Mais si un jour l'individualisme disparaît chez les êtres humains, alors peut-être qu'on tombera sur un système d'extrême gauche, où vraiment, effectivement, tu peux rien dire qui va au contraire de la masse, parce que toute la masse dira la même chose et sera forcément... Enfin, je sais pas, même pas ça en fait. Parce que tu pourras le dire, mais c'est juste que ça n'aura aucune conséquence, parce que la masse sera altruiste, donc à l'écoute, mais d'un autre côté, bah, comme tout le monde est à l'écoute et tout le monde, voilà, enfin... Je sais pas, en fait, j'arrive même pas à l'imaginer parce que je me dis que c'est quelque chose peut-être peut-être qui n'existera jamais, hein, mais parce que trop complexe, ou parce que l'être humain n'est pas comme ça, ou j'en sais rien.
Mais pour moi, c'est vrai que c'est un truc... c'est vraiment l'extrême inverse, justement, de la concentration du pouvoir et de l'envie d'avoir, je vais dire, enfin, ouais, de la puissance et de l'argent. Mais peut-être que je me plante totalement, hein. C'est vraiment, moi, cette question, elle est en suspens, je le répète. Cette question est vraiment en suspens et c'est pas, je crois enfin, forcément, elle sera vouée à évoluer. Et mes idées sont pas fixées. C'est ce que je pense vraiment pour le moment. Et bon, on verra après l'expérience, la vie, ce qu'elle me dira, hein. Ou alors peut-être des analyses, hein, d'experts ou quoi qui pourraient remettre en perspective tout ça. Bref, l'armée afghane a-t-elle abandonné son pays? Là-dessus, Second Wind nous dit: j'aime beaucoup la mise en situation Belgique-France, c'est image mieux la situation bien trouvée. Et je prends ce commentaire quand même parce que sachez que mes analogies, je doute souvent. Et puis parfois je suis quand même content. Et là pour le truc Belgique-France, je pense que ça aurait pu marcher aussi avec Suisse-France, parce que la Suisse est aussi un pays avec plusieurs communautés différentes. Et finalement c'est pas trop mal, parce que quand on voit l'Afghanistan, c'est clair que c'est vraiment le même type de délire où on a coupé des pays parce que ça arrangeait de diviser, enfin de faire des états tampons entre plusieurs grandes puissances, etc. Donc voilà, c'est juste que je trouvais... je voulais juste dire que j'étais content d'avoir trouvé cette analogie et qu'elle soit pas trop foireuse. Parce qu'en plus, pour moi, c'est vraiment un sujet important que de comprendre comment fonctionne l'Afghanistan et pourquoi c'est si complexe. Donc voilà, je suis content. Et c'est bien parfois de dire qu'on est content. La fausse gauche, toujours, hein. On revient sur le commentaire de Silors qui nous dit: et le conservatisme n'est pas seulement mettre des vieilles choses de nouveau en place. La culture et la tradition sont très importantes à un pays, et on peut aussi dire que l'écologie est une forme de conservatisme, et le progressisme serait de continuer à utiliser les ressources pour le progrès. Alors pour moi, là, il y a deux choses qui sont, on va dire, qui sont mises en avant. Alors, la culture et la tradition sont très importantes pour un pays. C'était pour un pays, le mot qui manquait. En fait, c'est là où, pour moi, on va dire, les visions sont différentes. Je pense que la culture, c'est quelque chose d'important car ça définit une population, que c'est aussi la culture, en fait, qui permet d'avancer. Parce que, putain, le choc des cultures en 2021, je veux dire, moi, je regarde une japonaise, donc avant d'aller me coucher pendant la nuit, je regarde une japonaise qui se lève pour dessiner. Donc pour elle, c'est le matin, pour moi, c'est la nuit. Et qui dessine, qui parle en japonais, qui donne sa. Enfin voilà, qui partage de sa culture, finalement. Parce que même ne fût-ce que parler, je trouve, c'est déjà, en fait, partager sa culture à partir du moment où tu comprends, évidemment. Euh, et, euh, et en fait, je trouve que ce choc de culture est si important parce que ça nous fait littéralement avancer. Et qu'en fait, c'est ça qui crée, enfin qui fait de la créativité. C'est quand tu es dans un environnement qui est différent d'un autre et que cet environnement t'a apporté des choses que l'autre n'a pas pu avoir du coup, puisqu'il est dans un environnement différent. Maintenant, si c'est dans la culture, au niveau vraiment, on va dire, chose, voilà, vraiment au niveau tradition, dans le sens où on le faisait avant, et ça a toujours été comme ça. Moi, je pense qu'il faut toujours pouvoir remettre en question ce qui a été mis en place. Je pense que c'est pas parce que quelque chose a toujours été comme ça qu'on ne doit pas pouvoir la remettre en question. Alors ça veut pas forcément dire que tout ce qui est traditionnel est forcément mauvais. Par exemple, on pourrait dire que le meurtre, traditionnellement, est refusé. D'accord? On peut, voilà, on peut se dire que les combats, hein, les duels ou que sais-je, c'était des meurtres autorisés, mais c'était pas considéré comme des meurtres. Et je pense qu'on peut discuter sur l'aspect, on va dire, du meurtre vraiment de sang-froid, sans aucune raison, quelqu'un qui va tuer une autre personne. Traditionnellement, c'est condamné. On n'accepte pas ça. Et je pense que c'est quand même une tradition qui a son sens, qui a son importance, et que ça a toujours un sens de le garder justement encore aujourd'hui, quoi. Et là-dessus, je pense que tout le monde sera plus ou moins d'accord. Maintenant, je pense que la tradition, par exemple, hein, la tradition religieuse, le fait qu'un pays se doit, parce que ça c'est une tradition, hein, se doit d'être religieux, on a rompu cette tradition il y a un siècle, et je pense, selon moi,
que c'est une avancée en fait, que c'est quelque chose de bien. Ça veut pas dire que forcément en tout temps c'est bien, hein. Je pense que la religion notamment apporte beaucoup en temps de crise. C'est des choses, je pense que si la religion existe encore, c'est qu'il y en a des personnes qui en ont encore besoin et qu'elle a une certaine utilité face, on va dire, au hasard. Et je pense que justement, ce genre de transition, malgré tout, il faut être capable de les remettre en question et de se demander, mais est-ce que ça a un sens ou pas? Et donc pour moi, c'est vraiment culture et tradition, ça dépend vraiment dans quel sens on le voit, quoi. Après, je crois qu'il faut aussi justement, je pense que l'élément important derrière tout ça, c'est surtout la tolérance en fait. C'est la tolérance de savoir que si toi, par exemple, tu es plutôt sur les traditions, je pense que la tolérance, c'est d'accepter que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec toi. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui nous manque un petit peu, mais qui, je crois que c'est justement, soit c'est en train de se mettre en place, soit au contraire, ça va être une société totalitaire, etc. Et on va se retrouver dans la merde, et on va en bouffer cher. Mais je pense que, enfin pour moi, je suis plutôt optimiste, et je pense que c'est en train de se mettre en place, cette espèce de tolérance. Quand je vois que justement, on commence à enfin plus rien avoir à foutre des personnes, de la sexualité des personnes, et qu'on commence à dire, bah écoute, si tu veux coucher avec un homme et que t'es un homme, bah fais-toi plaisir mec, parce qu'au final, en fait, moi, c'est juste que tu penses différemment, ou que tu ressens les choses différemment. Pour moi, ça, c'est de la tolérance. Et pour moi, ça avance, quoi. Mais c'est vrai que il faut toujours garder cet aspect-là en tête, et il faut pas oublier que bah, le monde, il est vu du coup, de 10 milliards de manières différentes, et que littéralement, tu peux même avoir un mec avec lequel tu t'entends ultra bien, ça change rien que physiquement, il est différent de toi, que du coup, je veux dire, vous vous rendez compte que, allez, si vous avez un air qui est 1 centimètre plus petit que votre voisin, votre ami, ou que sais-je, eh bien déjà, vous ressentez les choses différemment de lui. Que si il a un doigt 1 centimètre plus grand aussi. Enfin, c'est vraiment, on se rend même pas compte. Mais en fait, le moindre détail impacte notre vie, forcément, parce que peut-être qu'un jour, enfin, ça peut être vraiment des trucs débiles. Je vais même pas, je crois que c'est évident que forcément, du coup, ça nous influence. Et je vais pas donner d'exemple parce que vraiment, je vais donner des exemples débiles et je vais dire putain, mon analogie est merdique. Mais il faut bien avoir conscience que c'est vrai qu'on a vraiment 10 milliards j'arrondis, hein, mais 10 milliards de réalités différentes et qu'il faut faire avec. Et donc c'est important d'être tolérant. Et pour ce qui est de l'écologie, c'est vrai que le progressisme, moi par exemple, au niveau écologique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et je pense que c'est ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est beaucoup reproché, c'est que les gens pensent que les écologistes sont d'une certaine manière conservateurs, dans le sens où eh bien forcément, si t'es écolo, tu veux revenir à l'âge de pierre, fini les ordinateurs, fini la technologie, on revient des maisons en bois, on pollue plus, rien du tout, et on attend. Et c'est d'ailleurs une critique, et c'est marrant, hein, genre, moi je trouve que c'est surtout de la droite conservatrice que ça vient, parce que je pense que justement cette partie de la droite conservatrice est probablement traditionnaliste. Si vous êtes de droite conservatrice, vous me direz hein, si vous vous trouvez dans cette catégorie ou pas. Mais pour moi, c'est vrai que la droite conservatrice et peut-être traditionnaliste du coup, eh bien, c'est parce que dans leur tête, forcément, vu que le réchauffement climatique est dû à la technologie, enfin à l'évolution de l'espèce humaine, eh bien forcément, ça veut dire que on va devoir faire un pas en arrière si on veut revenir à la situation d'avant. Et c'est là que c'est intéressant parce que ce que tu dis par rapport aux progressistes, eh bien, c'est vrai qu'en fait, le progressiste, il va plutôt se dire, putain, mais est-ce qu'on chercherait pas plutôt des méthodes alternatives pour garder notre rythme de vie, ou moins le diminuer que revenir à l'âge de pierre, et essayer malgré tout de ne pas polluer en fait. Et c'est là où c'est intéressant parce que par contre, t'as raison, il y a des progressistes qui disent bah, nous on s'en fout, on pollue toute la planète comme on peut, on en tire tout ce qu'on peut à un maximum et on fait en sorte de créer des trucs sur d'autres planètes ou quoi et de terraformer. Et en fait, c'est là ça que je voulais aborder, c'est qu'effectivement,
Dans ton commentaire, par contre, là où tu as raison, c'est qu'il y a plusieurs formes de progressisme, comme il y a probablement plusieurs formes de conservatisme. Et moi, étant progressiste, je vois les différentes formes de progressisme qui existent, mais je vois pas forcément les différentes formes de conservatisme, puisque, en fait, je suis pas dans la même pensée. Donc forcément, pour moi, qui, je vais le dire comme ça, mais qui ne réfléchit pas comme un conservateur, bah pour moi, tous les conservateurs sont les mêmes, je grossis le trait, mais du coup, tous les conservateurs sont les mêmes et pensent relativement la même chose. Alors qu'un conservateur, par rapport à un autre conservateur, va se dire putain, lui, waouh, il est plus conservateur, lui. Ou alors, il pense pas comme moi, quoi. Et notamment, voilà, comme tu parles du progressisme écologique, moi, je suis vraiment. Effectivement, moi, je pense par exemple que le progressisme écologique, en fait, va être différent et va se trouver dans la technologie. On va trouver, je pense, des manières, notamment, par exemple, voilà, peut-être se partager un PC pour, par cloud, etc. Alors oui, enfin, je lance des idées comme ça, hein. Mais des PC qui vont polluer 10 fois moins et qui seront, au lieu d'être utilisés par une seule personne qui pourrait faire tourner, j'invente, mais des trucs en 3D absolument incroyables, eh bien, on va devoir partager le PC pour que on ait les mêmes PC qu'aujourd'hui, la même puissance de PC pour chacun. Sauf que ce sera des PC qui sont 1000 fois plus puissants, pardon. Donc c'est les fameux, je parle notamment, je pense à la technologie des PC quantiques, hein, des ordinateurs quantiques, qui seraient 10 fois plus puissants que les meilleurs ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Mais déjà, si tu réfléchis, les meilleurs ordinateurs qu'on a aujourd'hui, ils coûtent quoi? 5000, 10 000 euros, donc déjà tout le monde peut pas se l'offrir. Mais en plus, s'ils sont 10 fois plus puissants, ça veut dire qu'il y a peut-être, tu peux peut-être le partager entre 100 personnes. Et ça polluerait 10 fois moins que si une personne utilise ce PC à 100%, enfin, à 1% tous les jours parce qu'il il veut jouer à son jeu vidéo, par exemple. J'invente, hein, mais c'est un peu le délire, quoi. Bref. Donc, je pense que c'est un peu, pour moi, voilà, c'est un peu la vision que j'ai progressiste vis-à-vis de l'écologie. Mais tous les progressistes ne pensent pas comme moi. Il y en a qui pensent qu'il faut aller sur la Lune et terraformer. Bref, vous l'aurez compris, c'est vrai que c'est important de garder en tête qu'il y a différentes formes de pensée, d'idées, et que c'est pas parce que tu te dis d'une idéologie, par exemple la droite, que forcément t'es d'extrême droite, ou que tu es de droite conservatrice, ou de droite traditionnaliste, ou de centre droit, etc. Bref, je crois que vous avez compris le sens de mon propos. Le petit astronome qui nous dit, et on lui fait coucou au petit astronome, je sais que Psychodélique l'avait défendu justement, et que du coup, voilà, ça fait plaisir de le voir passer sur la chaîne. Bref, heureux que tu sois tombé par hasard sur la vidéo qui n'a en plus, je veux dire, pas fait énormément de vues, donc voilà. Ce qui se passe est juste sidérant. Psychodélique vient de recevoir de nouvelles plaintes pour des vidéos qui ne sont aucunement condamnables, où il ne parle même pas de ces gens-là, où ils lisent juste des articles. Ils ont l'intention de faire appliquer un interdit moral à l'information, et quand on voit que dans leur équipe, il y a des gens qui insultent les autres quotidiennement, ça me fait flipper. Énormément. Ils veulent faire appliquer un pouvoir abusif, je suis de gauche et je soutiens Psychodélique. Et je trouve ça intéressant, j'ai beaucoup aimé la dernière phrase, je suis de gauche et je soutiens Psychodélique. Je me suis dit, ça pourrait presque être une phrase à mettre sur Twitter, avec le hashtag psychodélique. Mais c'est vrai que c'est assez sidérant en fait ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a un côté un peu inquiétant. Et en fait, moi je pense que tout le monde doit avoir le droit de pouvoir exprimer son avis, mais je pense qu'il y a quand même des limites. Et je pense que Psychodélique est très loin de ses limites. On peut penser par exemple, moi je pense à Éric Zemmour qui, pour moi, hein, est vraiment raciste, discriminant, antisémite, tout ce que vous voulez sur les plateaux de télévision. Et ça pour moi c'est pas acceptable. On peut remettre en question, je l'ai déjà dit plein de fois mais je le répète, pour moi on peut dire, mais est-ce que l'immigration ne risque pas d'apporter plus de problèmes? On peut se poser la question, on peut être pour ou contre. Mais on peut pas commencer à dire que forcément tous les immigrés sont des salauds, par exemple, ou j'invente, hein, des profiteurs, enfin, les trucs basiques. Ça, je suis désolé, mais en fait, tu peux jamais dire ça. Parce qu'alors à ce moment-là, enfin, en fait, même, c'est comme ceux qui disent que tous ceux qui sont à l'extrême droite sont des cons. Je pense que c'est hyper réducteur et c'est trop facile. C'est trop facile, en fait. Si c'était si simple que ça, alors les gens qui seraient pour la peine de mort, ils auraient raison. On tue et puis on n'en parle plus, c'est bon.
Sauf qu'on sait très bien qu'on peut faire des erreurs. On sait très bien qu'aussi l'extrême droite, par exemple, elle flatte des gens, elle drague des opinions. Et c'est bien pour ça que l'extrême droite est dangereuse. Et c'est parce qu'elle réussit à faire tomber dans leur carcan des gens normaux. Il n'y a pas que des salauds à l'extrême droite. Et c'est ça, en fait. C'est ça pour moi qui est réducteur. Et c'est ça dans lequel il ne faut pas tomber. Et en fait, ce que j'ai commenté aussi, c'est que ce qui est flippant, c'est de voir des gens qui défendaient des causes nobles tomber dans ce qu'ils combattaient. Et ça, moi, c'est vrai que c'est ça qui me fait à chaque fois peur. C'est un truc chez moi qui me fait beaucoup flipper. C'est le fait, l'évolution en fait. C'est que je trouve que toutes ces personnes qui attaquent psychodéliques, allez, je vous refais plaisir, hein. Psychodéliques et qui, en fait, après, avaient de base des bonnes idées, que ce soit des personnes qui défendaient les causes LGBTQIA+, que ce soit des personnes qui sont contre justement les discriminations, quelles qu'elles soient, qui étaient aussi pour l'ouverture, le débat, etc., qui tout à coup tombent comme ça dans la censure, le ah ben tu penses pas comme moi, bah t'es un connard. Enfin, je suis en mode mais purée, c'est d'une tristesse. Ça, c'est un truc, je pense qu'on doit tous faire attention parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et quand tu tombes dedans, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir que d'y entrer. Et je pense que quand tu t'en rends compte que t'es dedans, hein, putain, mais ouf, c'est dur, hein. C'est dur, parce que c'est hyper dur à ce moment-là de se remettre en question, de se dire qu'en fait, tu vaux pas mieux que les personnes que tu détestes, et qu'en fait, ouais, tu dois littéralement je vais le dire comme ça, hein, mais tu dois te détruire pour te reconstruire, quoi. Et ça, c'est chaud, ça fait mal. L'ayant moi-même vécu, ça fait mal, hein. Bref, toujours sur la fausse gauche, nous avons Evan Bleu qui nous dit, c'est l'avant-dernier commentaire, en fait la politique c'est comme un deck de cartes progressiste. Tiens, cette carte a l'air cool, est-ce que je pourrais pas la mettre dans mon deck? Conservateur, attends mec réfléchis, n'as-tu pas déjà mieux que cette carte? C'est-à-dire une carte qui fait la même chose, mais en mieux. Je trouvais que c'était trop bien fait. J'ai trouvé cette analogie géniale. Vous me direz en commentaire si vous la validez, mais moi personnellement... Je crois que j'aurais pas mieux résumé. Donc, parfait. Juste parfait. Et on va terminer juste avec ce commentaire. On s'en fout en fait de la vidéo, c'était sur la fin du gouvernement, mais c'est pas important. On a Toff VDD qui dit encore un commentaire supprimé, YouTube de merde. Et j'ai pris ce commentaire juste pour faire une parenthèse, parce qu'effectivement, je suis désolé, YouTube supprime des commentaires. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je sais pas, il n'y a pas de filtre, il y a juste un filtre, donc ça je le dis quand même pour les liens, c'est moi qui dois les valider avant, j'ai encore eu, putain, encore des spams de liens là dernièrement, c'est chiant. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Et du coup, forcément, comme ça j'évite les trucs. Alors, est-ce que tu veux passer sur mon site? Ah, j'ai des photos de moi. Donc ça, comme ça, je vous épargne un petit peu ça dans les commentaires. Par contre, c'est vrai que c'est chiant, je sais pas pourquoi il y a des commentaires qui sont publiés, puis qui après sont directement supprimés. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être que YouTube un jour pourra nous aider, nous donner la réponse, mais j'en ai absolument aucune idée. Bref, voilà, donc vous étonnez pas si votre commentaire est supprimé, ce n'est pas forcément moi, d'ailleurs c'est très rare, je crois que j'ai dû supprimer, je sais pas, en tout et pour tout, j'ai dû supprimer 4 commentaires depuis le début de cette chaîne, pour vous dire à quel point je supprime très peu de commentaires. Et en fait, les seuls commentaires que je supprime, c'est quand je trouve qu'ils sont trop insultants, ou trop vraiment borderline, où je suis vraiment pas sûr, où je me dis attends, mais ça c'est vraiment peut-être raciste ou violent. Ça alors à ce moment-là je supprime. Mais sinon même, voilà justement, il y a parfois des gens qui mettent des petites insultes, mais si c'est leur manière de parler, je laisse. Mais alors par contre, je les adore pas forcément, les commentaires, ces commentaires-là. J'aime bien quand les gens donnent leur opinion, mais quand il y a des insultes et des trucs comme ça sur des personnes, je préfère éviter quand même de risquer, on va dire, allez, que mes j'adore soient pris comme des je valide forcément le propos. Donc voilà, bref, je fais un petit peu attention quand même. Comme ça, vous savez. Bref, voilà, c'est tout pour les commentaires de cette semaine. Il y en avait pas mal, mais ça valait la peine d'en faire le tour. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, évidemment. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.